Et Loïc Tassé est avec nous dans le coin droit, le coin gauche, le centre. Le coin gauche, le centre, ça Le dépend. centre. Où tu veux que ce soit. Ouais, Loïc, bonjour. Salut Benoît. Bon, est-ce que j'ai parlé avec Mandana Javan ce matin en début d'émission sur l'Iran, sur les héritiers du régime iranien qui se pavanent à Monaco, en Europe, au Canada, avec des millions, des milliards de dollars, qui mènent la vie qui serait haram pour la population iranienne, mais qui se payent le luxe, la luxure même. C'est vraiment, c'est une gang de, je le qualifierais pas. Et là, il y a les États-Unis là, qui veulent s'en mêler avec l'Iran. Oui, les dirigeants de ce genre de pays sont toujours des hypocrites. C'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et donc, effectivement, on retrouve ça non seulement en Iran, mais en Arabie Saoudite aussi. On retrouve ça, en fait, dans la plupart des régimes religieux totalitaires. Les enfants des dirigeants en particulier mènent une très belle vie, très loin des préceptes religieux. Mais pour en revenir à l'Iran, il y a un grave problème parce qu'évidemment, il y a une véritable armada qui est en train de s'approcher des côtes iraniennes. Trump dit il y a plus de navires, il y a plus d'effectifs militaires que ce que nous avions pour le Venezuela. Et dit Trump, le temps presse. Les dirigeants iraniens savent très bien ce qu'on demande. Nous sommes en contact avec eux. Et nous, ce que nous voulons, en fait, c'est que l'Iran cesse de produire de l'armement atomique. Point à la ligne. Normalement, n'est-ce pas, ils auraient dû cesser de faire ça. Tu te souviendras que cet été, Trump avait dit qu'ils avaient détruit toutes les installations. Faut croire que non. C'est pas tout détruit. Et les Iraniens, là-dessus, disent non, nous, on n'a pas vraiment été approchés. On négocie pas vraiment. En fait, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran dit, on peut pas négocier tant que vous faites des menaces. Mais on sent véritablement que les États-Unis sont prêts à attaquer. Le fusil est armé. Et Trump a dit, on est prêt, on est enthousiaste et le temps est compté, encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure. Le problème, c'est sur qui il peut compter à côté aussi. Parce qu'il va peut-être compter sur le temps, mais il va pas compter sur les alliés des États-Unis dans la région. L'Arabie Saoudite. Mohamed Ben Salman a dit qu'il voulait pas que l'Arabie Saoudite serve de rampe de lancement pour les attaques américaines. Les Émirats Arabes Unis non plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de se faire attaquer par l'Iran. Ils ont peur que leur ville soit en partie détruite par l'Iran. Il y a aussi le Hezbollah qui est dans le coin. Ils ne veulent pas de ça. Donc, c'est très sérieux ce qui est en train d'arriver en ce moment. J'ai pas vraiment l'impression, moi, que l'Iran va négocier. J'ai plutôt l'impression que les États-Unis ont hâte d'attaquer, qu'ils se sentent renforcés par leur succès récent au Venezuela. Et je crains malheureusement qu'on s'en aille vers un conflit. Cela étant dit, encore une fois, l'armée d'Iran, c'est pas l'armée du Venezuela. Ouais. Ils vont sûrement gagner, les Américains, mais comment et à quel prix? Oui. Et sur quelle période de temps? Est-ce que ça va prendre 5 ans ou 10 ans? Mais Trump s'intéresse à la région. Il y a l'Iran, mais il y a l'Irak aussi. L'Irak, parce que l'Irak, évidemment, c'est un pays qui a été occupé par les États-Unis. On s'en souvient. Il y a Saddam Hussein qui a été chassé. Il y a d'ailleurs là-dessus un excellent article sur le site de Radio France Internationale. Je m'inspire un peu de ça pour faire les commentaires que je vais te faire. Et donc, le problème, c'est que, figure-toi qu'ils sont sur le point d'avoir un nouveau premier ministre, mais c'est un vieux premier ministre. C'est Nouri al-Maliki, qui a 75 ans et qui a été premier ministre de l'Irak entre 2006 et 2014. Mais son gouvernement était catastrophique, ça a été hyper corrompu, mal dirigé, et c'est sous son gouvernement que l'État islamique a pu arracher de nombreuses parties du territoire à l'Irak. Donc, écoutez, là, il est hors de question que ce type, si vous choisissez ce type comme premier ministre, ne comptez plus sur notre aide pour toutes sortes de choses. C'est pas vrai que vous allez nommer ce premier ministre-là. Et le problème, c'est qu'en Irak, il y a 77% de la population qui est chiite, donc très proche de l'Iran, on s'entend. Il y a 17% de la population qui est sunnite, 11% qui est kurde. Les Kurdes nomment le président, titre surtout honorifique. Les sunnites nomme le président de l'Assemblée et le poste de premier ministre revient traditionnellement, encore une fois, aux chiites. Alors,
En plus, dans les circonstances, on sait qu'il y a une guerre qui se prépare, une intervention très, très sérieuse en tout cas, qui se prépare contre l'Iran. Évidemment que les États-Unis ne veulent pas de quelqu'un qui est très proche de l'Iran, que quelqu'un de très proche de l'Iran soit à la tête de l'Irak. Puis il n'y a pas juste les États-Unis qui veulent pas ça. Il y a aussi Israël qui veut pas. Et ça pourrait ouvrir la voie à des représailles israéliennes très fortes contre l'Irak si jamais ce premier ministre arrivait en place. Donc, on attend de voir ce qui se passe. Pour le moment, le président kurde n'a pas été choisi encore. Les Kurdes ont demandé 2 semaines supplémentaires pour choisir leur président. C'est le président, encore une fois, qui va choisir le premier ministre. Mais disons que la situation est très, très tendue et très volatile aussi en Irak en ce moment. Et tout ça doit faire plaisir à Donald Trump. Ah, Trump, il est content. Non, mais faut que tu fasses plaisir au monsieur le plus puissant sur la planète. Il a raison pour l'Irak, Donald Trump. Il a raison quand il dit que l'Iran est un pays qui est dangereux. C'est certain que là-dessus, il a raison. Est-ce qu'on a enregistré ceci de Loïc Tassé, là? Moi, je veux le mettre au calendrier sur toutes les plateformes de Cube. Je t'ai toujours dit, il est champion pour identifier les problèmes, mais c'est la façon dont il les règle qui pose vraiment un problème. Ses remèdes sont parfois pires que le problème, même. Tout à fait. Et un mot sur Marco Rubio. Oui, parce que c'est ce que j'écoutais avant de venir en onde avec toi. Grand témoignage de Marco Rubio devant le comité des affaires extérieures du Sénat. Ça faisait 6 mois qu'on l'attendait là avec ce qui se passe au Venezuela. Très bonne prestation de Rubio, sauf sur certains points. Les sénateurs lui ont dit, M. Scott, entre autres, qui est un sénateur démocrate, lui a dit, écoutez, là, si quelqu'un venait aux États-Unis, enlevait le président des États-Unis, bombardait Washington, est-ce que vous considéreriez que c'est une guerre ou non? Ben là, Rubio peut pas vraiment répondre parce qu'il dit justement qu'au Venezuela, c'est pas une guerre. Alors là-dessus, Rubio a été un peu coincé, mais pour le reste, il a fait un témoignage assez solide. Il était lui-même sur ce comité. Il a siégé là pendant 14 années, donc il connaît bien les rouages de ce comité. Et en parlant du Venezuela, justement, il a dit, écoutez, la situation est vraiment transitoire. On veut pas que ça dure, on veut que ça s'améliore sur quelques mois. Évidemment, ça vient d'arriver. Mais on veut que ça s'améliore et notablement d'ici quelques mois. C'est certain que c'est pas les gens qui sont en place en ce moment, c'est pas les gens qu'on veut avoir, mais il faut que ça change, il faut les aider à changer ça. Lui pense qu'en aidant l'arme du pétrole, on peut faire bouger les choses, c'est-à-dire qu'il a dit que tout le pétrole du Venezuela était vendu par l'entremise des États-Unis, mis dans un fonds, et que le gouvernement vénézuélien devait demander aux États-Unis la permission pour dépenser cet argent avec une liste de projets que les États-Unis approuvaient ou non. Et c'est comme ça que les États-Unis pensent qu'ils vont arriver à faire bouger la société au Venezuela. Et pour Rubio, donc, l'intérêt du Venezuela est le même que celui des États-Unis, certainement pas le même que celui de l'Iran, en tout cas à court terme. Il y a des Iraniens qui sont là, ou de la Russie ou de la Chine. Donc, c'est pour ça qu'ils vont coopérer. Mais disons que là-dessus, les sénateurs l'écoutaient là en disant, on espère que vous avez raison, mais on voit que vous n'avez pas encore véritablement de plan. Vous n'arrivez pas à nous dire exactement comment ça va être fait. Puis Rubio était bien obligé de dire, écoutez, c'est en développement. Il a aussi parlé de l'OTAN. Ça, c'est très intéressant parce qu'il a dit, écoutez, il a repris ce que disait Ruth, il a dit, si les Européens voulaient se défendre tout seuls, ça leur coûterait non pas 5% du PIB, mais 10% de leur PIB. Et nous, on veut pas sortir de l'OTAN. Ce qu'on veut faire, c'est réimaginer l'OTAN. Puis on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, c'est parce que il y a de nouvelles menaces qui viennent surtout de la Chine et les États-Unis ne peuvent plus entretenir des forces à la fois dans l'Atlantique et dans le Pacifique. Il faut absolument que les alliés des États-Unis aident davantage parce que on n'a plus les ressources pour le faire. Il n'a pas dit exactement comme ça, mais ça revenait à ça. Et il a été très critiqué sur le Groenland. Les sénateurs ont dit, écoutez, on a parlé à nos homologues en Europe. Ils sont vraiment pas contents de ce que vous faites avec le Groenland. Vous êtes en train d'ébranler la confiance des alliés envers les États-Unis. Ça peut pas continuer ça. Et là-dessus, Rubio a toujours dit, non, on veut pas sortir de l'OTAN, on veut rester dans l'OTAN. Et encore là, c'est un problème que Trump a identifié, qu'on avait entendu aussi auparavant. Les États-Unis ne peuvent pas tenir à bout de bras l'OTAN, surtout pour des puissances économiques comme l'Allemagne, qui doit payer aussi pour sa protection. Tous les pays doivent payer. Ben oui. Eh oui. Et les États-Unis, il faut le rappeler et le redire, les États-Unis, c'était, il y a 40 ans, c'était 40% du PIB du monde, de l'économie mondiale.
Leur taille a beaucoup diminué, leur taille relative a diminué. Ils ne sont plus qu'à peu près 12% de l'économie mondiale. Ah oui. Et donc, faut en ils ne tenir peuvent compte. plus faire l'effort qu'ils faisaient auparavant. C'est très clair. Là-dessus, ils ont raison. Loïc Tassé, merci. À demain.